Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Zouk TV, bienvenue à Femmes Ouvezio. Nous sommes là pour notre 29e édition, c'est bien ça? Voilà. C'est la dernière de la saison, si on peut dire. Alors, nous avons le plaisir d'avoir ce soir Huguette Bellemare, Valérie Bernard, Géraldine de Toré, Sylvie Javaloyès. Alors aujourd'hui, nous allons aborder dans nos rubriques plusieurs thèmes. Sur la rubrique Quand et quand, nous aborderons la question des jeunes filles et du corps. Dans la revue Droit Femmes, nous allons faire un micro-trottoir sur l'après-élection, que pensent les femmes. Et nous avons aussi l'intention d'écrire aux élus. Donc nous avons voulu voir ce que disent les femmes. Dans Oliron de l'Athènes, nous allons voir plusieurs thèmes. Les accords commerciaux, parité. Et sur Femmes en temps longtemps, vous aurez le plaisir d'écouter la mulâtresse solitude qui va parler d'elle. Alors voilà un petit peu les thèmes que nous allons aborder ce soir. Nous allons commencer tout de suite avec notre rubrique Quand et quand. Enfin, les vacances. Avec maman sur le brevet, je vois que ma mère va m'acheter le dernier maillot push-up. Regarde celui-là. Adieu pour le blanc et terne du collège. Enfin, je pourrais mettre ma poitrine en valeur. Mais tu sais, il y a des maillots beaucoup plus cool, hein. Regarde le modèle que Rihanna porte. Il est trop dur. Tu crois que c'est avec ces maillots-là que je vais être belle à me temps? Il faut qu'à la rentrée au lycée, j'ai déjà mon copain. C'est hors de question que je rentre en seconde en mode célibataire. Ou pas qu'à 10. Et puis regarde là. Si tu veux ressembler à Rihanna, faut commencer par mettre des faux cils et des faux ongles. Et puis il faut pas se chez pélo. Moi, je suis dégoûtée. Avant de m'acheter un maillot, faut d'abord que je perde des kilos. Parce qu'à la pêche, ce sera trop moche. J'ai pris du ventre et de la cellulite sur les cuisses. Mais lis ce que Nadia écrit sur Instagram. Elle donne de super conseils pour perdre ses kilos superflus. Des conseils sport et des conseils beauté. En 4 semaines, elle a réussi à perdre 6 kilos. Et puis Rihanna, en ce moment, c'est pas top. Elle a pris trop de kilos. Et elle était plus jolie avant. Bof, regarde Nicki Minaj. Elle est belle et elle a des formes. Enfin, elle a surtout beaucoup d'argent et une super voix. Et c'est pas ton cas. Donc, petit conseil d'amis, fais un petit régime. Bon, ok les filles, on fait quoi? Allons essayer des maillots chez Nécos Bikini. Voilà, nous avons ces 3 jeunes femmes qui sont dans les 3 jeunes filles, oui, c'est vrai, 3 jeunes filles qui sont dans les préoccupations de l'avant-vacances. Alors, oui, c'est vrai, on a 3 jeunes filles qui échangent autour de leur préparation de vacances, donc l'achat de maillots de bain, les sorties à la plage, et c'est vrai que dans leurs propos, elles évoquent l'image et l'apparence qu'elles doivent avoir à la plage, etc., qui est très en rapport avec ce qu'elles voient dans les médias, donc effectivement dans leurs magazines beauté, leurs magazines mode, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc. Et donc, mais ça a une influence sur la représentation des jeunes filles, sur leur corps, comment elles vivent tout ça. En fait, il faut savoir tout d'abord que l'image et le corps de la femme sont utilisés en fait dans les médias de façon très abusive. Par exemple, pour vendre des produits tout à fait ordinaires, alors des gels douche, des produits laitiers, des voitures, on n'hésite pas à montrer des femmes sexy, dénudées dans des attitudes et des poses parfois extrêmement suggestives. Donc il faut savoir que ces représentations ne sont pas sans conséquences sur les relations hommes-femmes parce qu'elles véhiculent l'image quand même d'une femme offerte et consentante. Alors c'est particulièrement vrai pour les magazines qui s'adressent aux jeunes filles et qui offrent des conseils justement à nos jeunes filles en matière de mode, en matière de beauté, qui ont une forte influence, en fait ces magazines avec leurs conseils ont une forte influence en fait sur leur estime de soi, puisqu'en fait, ces magazines véhiculent l'image que nous devrions avoir avec un impact considérable sur nos adolescentes. Quand tu parles d'estime de soi, est-ce que tu peux aller plus loin sur cette notion-là? En fait, de nombreuses études ont montré que l'exposition à des médias induit une surveillance accrue de son corps. Et ça, les jeunes filles le disent. On a même une jeune fille qui parle de cellulite, qui est très mince, mais qui trouve qu'elle est trop grosse au regard de ce qu'elle voit dans les médias. Plus on s'expose, par exemple, à des médias qui montrent, vous savez,
un idéal de minceur, et plus on a un sentiment d'anxiété vis-à-vis de son apparence, un sentiment de honte corporelle, et surtout, on développe beaucoup plus des troubles du comportement alimentaire de type anorexie et boulimie. A contrario, on s'est quand même rendu compte que les personnes qui ont une forte estime d'elles-mêmes ont tendance à se tenir très à l'écart en fait de ces médias et de leurs effets néfastes. Il y a une chose qui m'a quand même... une phrase qui a été dite, la jeune fille dit « Il est hors de question qu'en seconde, je rentre en mode célibataire ». Ça n'a rien à voir avec la question du corps, on va revenir dessus. Mais ça m'a, je sais pas, ça m'a un petit peu interpellée, cette notion du couple en seconde. Donc, il faut qu'on soit dans ce créneau-là. Oui, mais alors c'est quelque chose qui est beaucoup renvoyé par les magazines qui s'adressent à nos jeunes filles, derrière des images glamour qui véhiculent en fait quand même beaucoup de discours stéréotypés. Alors, ils insistent beaucoup, par exemple, sur ce qu'on appelle le girl empowerment. Donc, c'est cette jeune fille libérée qui est au lycée, qui use de son corps librement, qui est souvent très sexy. Or, derrière ce discours extrêmement libertaire, on a quand même, encore une fois, un stéréotype qui est véhiculé, à savoir l'apparence physique est mise en avant au détriment de d'autres qualités que physiques et au détriment surtout de la personnalité. Donc ces jeunes filles renvoient très bien ce qu'elles lisent, ce qu'elles voient dans ces médias-là. On en parlait déjà dans une première émission, on disait on veut la notion de liberté qui est galvaudée, c'est-à-dire la liberté des femmes. Hein. Tout à fait. En fait, c'est des contraintes. Il y a énormément de contraintes, de devoir être de telle manière, de devoir se conformer à des modèles sous prétexte de liberté. Et puis dans les magazines, dans la publicité, sur les réseaux sociaux, puisqu'on a quand même des jeunes qui surfent beaucoup sur Internet, les femmes sont souvent cantonnées à des rôles stéréotypés et réducteurs. Hein. Alors la femme séductrice, la femme sexy, la femme objet. Donc on a quand même des jeunes qui voient, ce sont des représentations qui sont la conséquence des stéréotypes qui existent déjà dans la société, mais qui aussi renforcent ces stéréotypes existants. Et nous disions à un certain moment que ces jeunes femmes ne peuvent absolument pas s'intéresser à autre chose, parce qu'elles sont tellement mobilisées sur ces préoccupations que des actions citoyennes, des actions autres que ça, c'est difficile de les mobiliser dessus, on s'en rend compte tous les jours. Alors qu'est-ce que tu pourrais, Valérie, dire aux parents, c'est un petit peu le but de notre émission. Absolument, donc on ne répétera jamais assez les enjeux de l'éducation. Alors bien sûr, on ne peut pas tenir son enfant sous cloche et puis l'empêcher de profiter de la télé, des magazines, des réseaux sociaux, mais je crois qu'il faut quand même, et à l'approche des vacances c'est important, choisir d'aborder avec nos enfants, filles comme garçons, régulièrement le sujet des représentations dans les médias, les représentations du corps, les représentations des femmes. Il faut l'aider tout d'abord, il faut aider notre enfant tout d'abord à voir au-delà de ces images stéréotypées, en jetant en fait sur ces médias un regard extrêmement critique. Et puis, il faut l'aider à comprendre qu'il est inutile de perdre du temps et de l'énergie à toujours vouloir se comparer aux autres. Et puis, je crois qu'il est important de comprendre en fait le processus de manipulation des images et se dire effectivement que les retouches des photos ne se limitent pas à recouvrir le teint, mais on a quand même la poitrine qui est regonflée, on a les pommettes qui sont remontées, on a les tailles qui sont affinées et puis on a les jambes qui sont rallongées. C'est quand même ça. Et puis surtout, il faut offrir et partager avec son enfant des sources, des contenus médias qui valorisent la femme en mettant en avant leurs forces et leurs compétences et pas seulement leur apparence. Et puis aussi, peut-être se donner des moyens, bon, c'est pas toujours facile pour toutes les femmes, d'offrir des plaisirs, des activités autres que ces activités qui... Tu voulais dire, Géraldine ? Non, je voulais dire que dans les magazines destinés à nos jeunes filles, je suis toujours très frappée du fait qu'il n'y a jamais de rubrique par exemple, comment apprendre à lire un livre très très vite, un livre de classe très vite, comment apprendre à résumer quelque chose, comment oser s'exprimer en public. Il n'y a jamais ce genre de rubrique. Par contre, il y a comment trouver un copain, comment se faire respecter. Là, ça, c'est quand on se veut. Comment perdre ses 3 kilos à la fois des vacances. Exactement. Mais c'est toujours par rapport aux garçons, par rapport aux autres, qu'on retrouve d'ailleurs dans les magazines féminins pour adultes, mais un peu moins fort, mais qui est quand même là. Un dernier mot, Valérie ? Mais alors, j'ai envie de dire justement aux parents de profiter de ce temps des vacances pour justement échanger autour de ce thème des représentations du corps des femmes dans les médias. On l'a vu, c'est quand même
même un questionnement qui interroge beaucoup nos jeunes, avec des conseils qui sont retrouvés justement dans ces médias, qui sont presque aussi valables que ceux qui émanent des groupes de pairs, puisque nous avons bien ces jeunes filles qui échangent entre elles, mais qui échangent à partir de ces magazines qui donnent des conseils. Tiens, voilà, on peut perdre 3 kilos, 4 kilos en une semaine, comme Nadie l'a dit sur son blog, etc. Donc, inviter les parents à être particulièrement vigilants et ne pas hésiter à échanger avec leurs enfants. On remercie Valérie pour cette analyse, mais on remercie aussi les jeunes filles, Nora, Maëlys, Soraya, qui ont accepté de faire ce jeu, mais qui, en fait, ça a été très facile, parce que c'est une réalité. Elles l'ont joué très facilement parce que c'est le quotidien. Absolument. Alors donc, nous voulons absolument interpeller les parents sur ces choses-là, et nous allons continuer dans ce sens-là, dans nos émissions prochaines. Et vous allez retrouver ces rubriques sur notre page Facebook et sur WhatsApp, puisque nous envoyons ensuite les rubriques découpées. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook pour revoir ces rubriques-là. Merci Valérie. Nous explique. La page Facebook, c'est pas Femmes mauvais yeux. Non, la page Facebook, c'est Culture Égalité. Culture Égalité. Ok, merci Géraldine. Donc nous allons passer maintenant à notre rubrique Droits femmes. Bien, en tant que mère de famille de 4 enfants, donc déjà la vie qui coûte la vie chère. Je donne un exemple, même au niveau des billets d'avion, on est obligé d'attendre 3 ans. Je suis obligée d'attendre 3 ans pour envoyer mes filles voir leur père qui vit en France. Donc, et les billets sont super chers. Donc, une députée féminine a été élue en Martinique, donc ça rentre dans l'histoire parce que c'est la première fois. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que tout le monde était très content parce que c'était une femme. Et pour moi, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Pas parce que c'est une femme. Oui, ok, c'est une femme, mais moi, ce que je veux, c'est qu'est-ce qu'elle est capable de faire en tant que professionnelle, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Elle va se tourner vers quoi? Elle va décider de changer sa politique. De quelle manière? Parce que, effectivement, en tant que... Oui, je me considère jeune. Je suis effectivement désabusée par la politique parce que je ne vois pas de changement. Chaque député change. Des fois, les partis politiques changent ou ne changent pas, mais je ne vois aucune différence d'année en année. Et je trouve que ça empire. Mais qu'ils se tournent vers les besoins de tout ce qui va être santé et éducation. Parce qu'une population grandit par rapport aux jeunes, et quand on voit effectivement que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique, sont de plus en plus violents, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et ne pas interdire systématiquement toutes sortes d'amusements ou toutes sortes de dérives, mais essayer de comprendre à quel moment ça va et à quel moment ça ne va pas. C'est mettre plus en valeur la valeur de la femme, c'est-à-dire dans le travail, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, etc. Parce que la femme est vraiment dévalorisée de nos jours. Donc, mettre en valeur plus la femme. Par exemple, les métiers qui sont souvent réservés aux hommes, laisser plus de place aux femmes, dans le milieu sportif également. Alors voilà, nous avons voulu faire un micro-trottoir pour savoir un petit peu ce que pensaient les femmes de cette élection et qu'est-ce qu'elles demandent aux députés qui ont été élus. Donc nous avons eu ces réactions dans les rues de Fort-de-France et nous avons plusieurs choses qui sont ressorties. Et on a d'abord, Sylvie, sur la question de la vie chère, on en discutait récemment puisqu'il y a eu une étude de l'INSEE. Qu'est-ce qu'on dit à cette femme et qu'est-ce qu'on dit aussi à nos députés, puisqu'en fait on interpelle les députés. Qu'est-ce qu'on leur demande? Alors effectivement, je comprends la préoccupation de cette dame, puisque en plus beaucoup de femmes en Martinique éduquent seules leurs enfants, qu'on sait que professionnellement elles ne sont pas toujours dans des filières ou dans des professions avec des rémunérations intéressantes, si bien que la vie chère c'est une préoccupation de tous les jours. Et effectivement, la dernière étude de l'INSEE quand même était assez effarante, puisque en fait le panier moyen entre la Martinique et la France, c'est plus 28% sur la Martinique, donc ce qui est quand même énorme. Et puis à l'intérieur de ce panier, tous les produits ne sont pas traités de la même manière. Par exemple, les produits laitiers, eh bien c'est plus 70% en moyenne. C'est plus
plus 70%, vous vous rendez compte? Et l'eau en bouteille, c'est plus 240%. Donc c'est carrément effroyable. Donc effectivement, on comprend cette dame que cette préoccupation soit l'une des... D'ailleurs, ça a été cette préoccupation qui a fait descendre de très 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 nombreuses femmes en 2009. Exactement. En février 2009. C'est toujours la question de la vie chère. Je suis un peu gênée sur ce débat parce que c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans d'autres circonstances, donc ça me gêne un peu d'en remettre une couche. Ceci étant dit, on ne changera rien en termes de ça si on ne développe pas l'agriculture locale et qu'on la rend pas accessible, parce que c'est ça aussi le problème. C'est les coûts qui sont exorbitants qui sont. Mais c'est bien ce qu'on demande aux députés, d'avoir une politique d'intervenir auprès du gouvernement, d'intervenir de façon globale pour qu'il y ait une autre politique économique dans notre pays, donc pour diminuer les prix. Mais il y a aussi des lois qui peuvent être prises aussi au niveau du gouvernement sur les prix, puisque il y a des accords qui avaient été pris et qui n'ont pas été appliqués. Donc il s'agit aussi de savoir pourquoi, par exemple, l'octroi de mer, il a été encore, je pense qu'il sera il y a un projet d'augmentation de l'octroi de mer. Et d'extension en plus de cet octroi de mer, puisqu'aujourd'hui il n'est appliqué que sur les produits. Et le projet, c'est de l'appliquer aussi sur les services. Et en plus, il risque d'être multiplié par 2. Donc vous pouvez imaginer sur les prix, en fait, l'incidence que ça va avoir. Donc, mais c'est parce que la balance commerciale de la Martinique. Donc, non, ce que nous pouvons dire aussi par rapport à ce qui a été dans le micro-trottoir, nous avons parlé il y a une femme qui a parlé de la question de l'éducation, de la jeunesse. Valérie, c'est un thème qui te préoccupe. Donc je vais un petit peu revenir sur les propos de la seconde femme qui est interviewée, qui invite en fait les députés à se tourner vers les besoins de la jeunesse, de l'éducation. Elle se présente comme une jeune femme et dit être désabusée par la politique. Donc c'est quand même un mot fort, très fort même, qu'on retrouve régulièrement dans les propos des jeunes qui se sentent un petit peu oubliés des débats, sauf au moment bien sûr des élections, où c'est au cœur et au centre des échanges. En Martinique, il faut savoir que les dernières publications de l'INSEE font état quand même d'un accroissement des inégalités chez les jeunes. Il faut savoir aussi que parmi les Martiniquais de 15 à 29 ans, on en a 29% qui sont sans emploi et sans formation, donc presque un jeune sur 3. On sait par ailleurs que le chômage touche particulièrement les jeunes et que face à un marché de l'emploi qui justement peine à s'épanouir, s'insérer professionnellement est de plus en plus difficile. Il dépend bien sûr d'un niveau de qualification, d'une expérience professionnelle difficile, de prime abord pour nos jeunes. Et puis surtout, il dépend aussi du fait en Martinique d'accepter d'être en sous-emploi. Donc ces questions sont particulièrement vraies pour les jeunes femmes qui sont beaucoup plus confrontées au sous-emploi et à la précarité sur le marché du travail. Donc ce que l'on attend des députés, qu'ils soient hommes ou femmes, elle le dit clairement là, c'est quand même que ces réalités soient au cœur concernant la jeunesse, l'éducation, les femmes soient au cœur des débats de l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il y a un problème majeur, qui est le fait que l'inégalité concerne beaucoup plus les femmes dans tous les domaines, c'est-à-dire 56% des chômeurs en Martinique sont des chômeuses. Voilà, ce que vient de dire Valérie est totalement juste, mais les femmes sont encore plus touchées par cela que les garçons ou que les hommes. Et donc, en fait, le fait, c'est ce que je viens de dire. Donc, le fait que ce soit une femme n'a pas d'intérêt si elle n'intègre pas le fait qu'elle doit agir pour plus d'égalité, parce qu'en agissant pour plus d'égalité, elle va aider à réduire le chômage, parce que voilà, si on décide qu'on fait attention à ça, automatiquement et mécaniquement, enfin les chiffres de l'OCDE et de l'ONU sont flagrants, si tout d'un coup ça devient des priorités dans tous les pays du monde, cette égalité, il va y avoir une réduction notable en fonction des pays et des qualités de vie, des niveaux de vie, de 10 à 72% dans certains endroits de réduction de la pauvreté. Donc c'est énorme et pourtant c'est pas forcément au cœur des préoccupations de nos politiques, que ce soit des hommes ou des femmes, et c'est dommage quand c'est le cas de femmes. Voilà. Il y a eu aussi beaucoup de mobilisation en France cette année. On demande aussi à nos députés une attention particulière sur le travail des femmes qui est mal payé. Une valorisation aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que
automatiquement, tout ce qui tourne autour de la sphère domestique est mal payé. Et les féministes françaises se sont mobilisées dessus largement. Donc là aussi, c'est une attention particulière qu'il faut avoir en tant que député, homme ou femme. Mais nous demanderons certainement à notre députée femme d'être plus vigilante dessus. Madame Manet, qui a été élue, d'être encore beaucoup plus vigilante, parce qu'elle a de toutes les façons, ça doit lui sauter aux yeux automatiquement. Donc on lui fait confiance dessus. Il y avait un corps dans le programme de M. Macron, il a prévu qu'il y avait un corps d'inspecteur spécial, il n'a pas dit comment il allait être rémunéré, comment il allait être formé, qui allait être censé vérifier dans toutes les entreprises l'égalité, parce qu'elle est dans la loi et elle n'est pas appliquée. Donc si effectivement c'est fait, mais ça c'est aussi au rôle des députés de dire alors est-ce qu'on en est de ça, ça devrait aussi améliorer les choses, parce que de facto. Oui, absolument. Donc ce sont des choses qui sont importantes et qui ont des conséquences directes sur la vie des femmes en Martinique, parce que c'est ce qui nous intéresse là actuellement. Les femmes aussi parlaient Huguette, tu nous disais des élections, de la femme en politique. Est-ce que tu... Oui, elle disait, cette même dame, que c'était pas parce que, bon, homme ou femme, ce qui compte, bien sûr, on est content parce qu'il y a une femme élue, mais il reste à voir ce qu'elle va faire effectivement. Alors, effectivement, nous réjouissons à Culture Égalité de l'élection d'une première femme députée, parce que c'est le résultat d'une longue bataille où des femmes ont pris des coups, des risques et des coups. Ça ne s'est pas fait facilement parce que les chefs de parti et les députés hommes ont résisté tant qu'ils ont pu. Il a fallu d'abord cette loi contre le cumul des mandats, parce que 80% des cumulards, c'était des hommes. D'abord, il a fallu aussi une loi pour l'application de pénalités financières aux partis qui n'appliquaient pas la parité. Cette loi a été votée il y a environ 17 ans et n'a pas été appliquée, si bien qu'il a fallu aussi, cette année-ci, doubler ces pénalités. Et pourtant, jusqu'à présent, il y a des partis qui préfèrent payer que faire élire des femmes. Ici, d'ailleurs. Oui. Mais pour nous, c'est une question de démocratie. Et faire élire les femmes, la parité, c'est une question de démocratie. Et puis aussi de lutte contre le gaspillage des talents de la moitié de l'humanité. Mais pourtant, nous comprenons cette jeune femme et nous pensons que le simple fait d'être une élue femme n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société patriarcale et que le féminisme ne vient pas spontanément aux femmes. Donc, il faut pour cela une culture féministe. Il faut que ces femmes-là aient une culture féministe, qu'elles se frottent aux idées des féministes, à la lecture de la presse féminine, au militantisme féministe, pour pouvoir être sensibilisées aux problèmes des femmes. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que plus il y aura des femmes élues, plus quand même on aura des chances d'avoir des féministes élus. On espère, oui. Oui. Et puis, on peut dire aussi quand même que l'élection d'une femme après 70 ans de suffrage féminin et 170 ans de suffrage masculin, l'élection d'une première femme a le mérite de débloquer la situation et d'ouvrir de nouvelles perspectives à nos petites filles. Hein? Bon, et puis, que ce soit des députés hommes ou femmes, on leur demande de se rapprocher des féministes, de se rapprocher de nous. Des citoyennes. On est tout à fait prêts à discuter avec elles et eux pour les mettre un petit peu au courant. Alors, juste aussi une question qui a été abordée par cette jeune femme. Je ne sais pas si on l'a entendue sur la question de l'émancipation des femmes. Elle dit les femmes sont méprisées. Bon, sur la question des métiers des femmes, les femmes ne sont pas suffisamment nombreuses dans les métiers que l'on dit d'hommes et qu'elles sont discriminées dans le sport, elles sont discriminées dans la vie en général. Et elle dit il faut la valorisation de... en fait, ce qu'elle pose, bon, on ne peut pas aller plus loin, on va reprendre, je crois, cette question-là. Elle pose la vraie question, c'est le rôle des femmes dans notre société. Quel rôle nous voulons pour nos femmes dans notre société martiniquaise et dans la société en général. Donc je crois que c'est une question sur laquelle nous pourrons débattre et on pourra faire un micro-trottoir dessus sur cette seule question. Et là, cette jeune femme a posé vraiment, je crois, toute la problématique que l'on se pose dans les associations féministes.
Il y a encore beaucoup de choses à se dire sur ce micro-trottoir, mais on est obligé d'arrêter. Et on va passer au Liron Latin avec Géraldine. Alors avant de te passer la parole, Géraldine, on a quand même oublié de remercier ces jeunes femmes. Il y avait Géraldine, il y avait Sandra, et puis j'ai oublié le nom de cette troisième femme qui ont accepté ce micro-trottoir. C'était pas facile. On remercie Nadia Charlery aussi qui a fait preuve d'opiniâtreté parce que c'était pas simple d'obtenir ce micro-trottoir. À toi, Géraldine, sur Lyon Latin. Alors en fait, c'est une très bonne transition ce micro-trottoir sur ce que je vais dire, sur ce qu'on disait, c'est-à-dire le fait que d'intégrer la notion d'égalité homme-femme dans toutes les politiques, c'est un vecteur de développement économique, social, de façon générale dans tous les pays, à tel point que pour la première fois dans l'histoire du XXe siècle, XXIe et XXe siècle, il y a eu un accord commercial qui a eu lieu entre le Canada et le Chili et qui intégrait de façon transversale l'égalité homme-femme en partant du principe que d'obtenir l'égalité c'était une réduction effectivement de la pauvreté et c'était une aide au développement de tous les pays et donc on allait favoriser la montée en puissance des femmes dans tous les accords commerciaux. Donc ça émane de deux personnes, Justin Trudeau qui est ce qu'on peut appeler un social-démocrate qui se dit féministe et qui pour l'instant c'est vrai a appliqué au Canada des mesures assez féministes et puis Madame Bachelet, qui est la présidente du Chili, qui depuis très longtemps est connue pour ses positions féministes. Donc c'est un symbole important envoyé aux autres pays. Et pour donner un exemple, par exemple, dans toutes les politiques publiques au Canada, mais aussi qui vont être produites par cet accord, on va ce qu'on appelle le gender budgeting. Enfin bon, le nom n'est pas tellement important, mais ça veut dire qu'on va s'intéresser à chaque fois à où va l'argent public. On va donner un exemple extrêmement simple. Par exemple, on achète des manuels. Il y a des manuels qui sont des manuels sexistes. Est-ce qu'ils ont été financés dans quelle proportion ils ont été financés par l'agence publique. On va faire des appels d'offres pour des marchés publics et donc l'argent public, donc le nôtre, va aller à ces entreprises. Ces entreprises vont devoir répondre du fait qu'elles pratiquent des politiques d'égalité. Je vous ferai remarquer sur ces entreprises que dernièrement, le gouvernement de M. Hollande a botté en touche sur cette question, puisque les entreprises qui ne satisfaisaient pas aux normes d'égalité pour répondre au marché public n'étaient pas sanctionnées, alors que normalement, elles devaient l'être, et surtout, la façon dont ils traitaient les femmes n'était pas publique. Il y a eu un procès qui a été une espèce de petit, voilà, c'est ça. Et l'attendu, c'était de dire que c'est du domaine de l'ordre privé des entreprises de ne pas dire où elles en sont de l'égalité homme-femme. Donc ça, c'est vraiment important, un accord important et un symbole important pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Souhaitons qu'il fasse des émules. Mais enfin, par exemple, du côté de Trump, je doute, mais je lui fais peut-être un mauvais procès, le pauvre petit. Oui, on sait jamais. Peut-être. Bon, j'ai l'impression que le dernier qui a parlé avec lui a raison, donc il a peut-être tombé amoureux de Justin Trudeau, je ne sais pas, on ne sait jamais. Je doute, il aime beaucoup Poutine, donc c'est bon. Alors, le deuxième sujet est aussi un sujet qui a à voir avec l'empowerment des femmes. Pour la première fois, en début du mois de juin, l'équipe a fait sa une avec le football féminin. Donc c'est une petite révolution dans le journal L'équipe. De façon générale, en fait, c'était la Ligue des... Alors je suis pas très bonne, pardonnez-moi. C'est la Ligue des champions féminines où pour la première fois, il y a eu deux équipes françaises, Lyon et Paris, qui se sont affrontées. Alors je me retourne vers mon support. C'est Lyon ou Paris qui a gagné ? C'est Lyon, voilà. Donc c'est Lyon qui a gagné et donc elles ont fait la une de ce journal. Il faut quand même savoir que si on compare, je suis désolée, il y a peut-être des téléspectateurs qui vont s'étrangler devant leur écran, mais si on compare les résultats du football masculin français et du football féminin français, il n'y a pas photo. Le football féminin français est de façon internationale bien mieux, on gagne plein de matchs, on est très très forte, alors que les garçons c'est autre chose. Pourtant, quand je me suis intéressée au football en Martinique, je cherchais. On fera une émission dessus d'ailleurs. Je ne suis pas, faut que je dise aux spectateurs et spectatrices, je ne suis pas une férue de football, voilà. Mais j'ai cherché. Et bien figurez-vous que j'ai mis une
une demi-heure avant de découvrir quelles étaient les équipes martiniquaises. Et on va te dire que c'est parce que tu es nul. Hein, non, je suis pas nulle. Quand vous allez sur le site de la Fédération martiniquaise de football, vous avez des interventions, vous avez un lien qui vous envoie vers la Fédération féminine de football et les informations datent de 8 mois, 9 mois. On sent que c'est vraiment important. Et par ailleurs, il y a une page Facebook, mais la page Facebook n'envoie pas de lien vers la page Facebook féminine. Donc, moi, je vois ça comme du mépris. Je leur fais peut-être un procès intention. Mais quand même, en Martinique, il y a 3 grands clubs qui se distinguent et qui sont vraiment bonnes. Elles sont vraiment bonnes. C'est le RC Saint-Joseph, le RC de Rivière-Pilote et l'Émulation. Non, j'ai mon support qui est en coulisses, qui a été vraiment efficace. Merci Joyce. Alors, et Émulation de Schellcher, qui sont des super championnes qui s'exportent, en fait, qui vont gagner des coupes ailleurs. C'est les meilleures buteuses, meilleures joueuses, etc. Et elles ont des budgets, les budgets alloués à ces équipes sont un petit peu plus supérieurs que d'habitude, en sachant quand même que c'est des miettes par rapport à ce qu'on donne aux garçons. Voilà. Donc, voilà. Donc le football, et pourtant, il est vraiment important, et ça, il faudrait que les municipalités le sachent de façon générale, c'est que les sports collectifs ça a été prouvé que ça favorise le leadership des femmes, ça favorise leur ambition, le développement de leur ambition, l'affirmation de soi, bien plus que d'aller se faire un tissage brésilien, une pause de je sais pas quoi et des massages de pieds. Je le dis. Ah non, mais le massage de pied, c'est important. Hein. Bon, ça c'est le bien-être, mais ça ne pousse pas c'est pas ça qui va faire de vous un leader. Parce que pour faire du football, il faut bien masser les pieds. Allez, on continue. Ça c'est voilà, on va se lancer là, on va tout savoir de la vie de Georges. Donc, amis téléspectatrices et téléspectateurs, si vous avez des noms d'endroits où on masse les pieds, voilà, téléphonez-nous. Alors, maintenant, on va parler d'un sujet qui est important, c'est la parité à l'Assemblée. Donc là, pour la première fois, on a presque 40% des femmes qui sont députées, voilà. Ça fait quand même 60% d'hommes. Hein. Voilà, ça fait quand même 60% d'hommes, ça absolument. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que quand même s'il y a des députés femmes, ça a été une bataille très rude, parce que, comme on disait, éviter le cumul des mandats, par exemple, parce que les hommes phagocytent beaucoup de choses. Figurez-vous qu'au mois d'août, donc juste avant le mois d'août dernier, tous les groupes socialistes, etc., sont montés au créneau pour essayer de défendre des propositions disant oui, mais enfin quand on cumule, mais quand même, pour essayer d'amender l'interdiction de cumul des mandats. Donc là, il va y avoir du ménage qui va être fait, parce que la loi interdit, par exemple, à certains de détenir des postes exécutifs locaux et d'être en même temps députés. Donc là, il va y avoir peut-être un petit peu de place, en sachant quand même que, et je vais aller très vite, les présidents des groupes sont des hommes, que dans le gouvernement, voilà, ce sont des hommes qui sont aux postes importants. Il n'y a pas une femme dans les postes importants. Dans les postes importants, oui. Les présidents des commissions, les présidents des groupes, etc. Ce sont que des hommes. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est au gouvernement. On se rend compte que les ministères régaliens. Donc les ministères régaliens, c'est ceux qui sont les plus importants. Donc c'est le ministère de l'Intérieur, des Finances, de la Justice, de l'Armée et de l'Agriculture. Et ben le ministère où il y a une femme, c'est le 4e, c'est le ministère de l'Armée. Et à part l'Armée et la Justice, les femmes sont soit secrétaires d'État, soit ministres délégués, mais dans des choses qui ont lieu, ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire l'éducation, le soin, la santé, etc. Mais les choses qui comptent, d'être sérieuses, comme l'économie, l'intérieur, etc. Là, toujours pas de femmes. Donc il faudrait quand même, il y a des progrès à faire de façon générale. Il faudrait qu'on regarde de plus près comment sont les présidents de commission dans nos collectivités, là aussi. Il faudrait qu'on voit. On va regarder ça. On va regarder ça de plus près. Oui. Ah, c'est pas voyant, à mon avis, non plus. Il y a aussi quelque chose dont on devrait parler aussi, c'est sur la question de la PMA. Ah oui. Qui est quand même une victoire des. Alors, il y a une. Alors, PMA, ce que ça veut dire déjà. Voilà, alors PMA, c'est procréation médicalement assistée. Alors, ça veut dire qu'en gros, le comité d'éthique s'est prononcé en faveur de cette PMA pour les femmes célibataires et les femmes homosexuelles, enfin les femmes en couple avec d'autres femmes, sous le principe d'égalité. Ça veut dire que normalement, la PMA, c'est destiné à des couples qui ont des difficultés à procréer sans aide médicale. Et on s'est dit que dans la société actuelle, enfin la commission d'éthique a décidé que dans la société actuelle, vu les réalités actuelles, c'était un peu absurde parce que les couples se séparent, etc. Donc il y avait un principe d'inégalité. À partir du moment où on accepte que des femmes se marient, pourquoi on ne leur donnerait pas les mêmes droits que les couples, et que des femmes célibataires, elles ont le droit aussi d'avoir
avoir des enfants par PMA. Par contre, donc ça c'est une victoire et on s'en réjouit. Par contre, c'est la GPA, c'est ça? Oui, la GPA. Gestation pour autrui. Voilà, la gestation pour autrui reste interdite en France parce qu'on a très peur d'établir des rapports de domination entre des pauvres, des riches, l'utilisation du corps, hein, une utilisation du corps des femmes, la marchandisation du corps des femmes. Oui, mais enfin, en même temps, c'est une question. Enfin, moi personnellement, je suis beaucoup moins tranchée que vous parce que Enfin, c'est surtout les femmes des pays pauvres. Oui, enfin, même les féministes sont très. Il y a des discours différents. Des discours différents. Non, mais enfin, parce que. Alors, attendez, parce que justement, il faut faire très attention. Parce que la GPA, on parle bien des femmes mais dans la porteuses. GPA, il y a aussi une autre dimension qu'on oublie, c'est le gel des ovocytes. Et ça, oui, ça fait partie aussi du même protocole. Le gel des ovocytes, donc des petits ovaires, machin, est interdit en France parce que on considère qu'il y a un mouvement naturel, que les femmes, voilà. Or, on sait que maintenant l'âge des femmes, qui veulent avoir des enfants recule, et que finalement, on n'aide pas les femmes à avoir des enfants à travailler, avoir des vraies carrières et avoir des enfants, mais en même temps, on leur interdit de pouvoir conserver leurs ovocytes pour se faire inséminer par leurs propres ovocytes quand elles auront 45 ans, par exemple. En fait, de toutes les façons, il y a des petites choses, c'est pas simple, c'est pas des débats simples. C'est pas des débats simples, on va en revenir dessus. Et puis, il y a encore beaucoup de choses qui se passent dans le monde pour les femmes. Hein, elles continuent à se battre, mais enfin, on n'a pas le temps de tout voir. Et merci Géraldine pour ce tour plutôt, on dirait un peu plus français, quoi. Cette fois-ci, on n'a pas eu le temps d'aller, sauf au Chili. On est allé au Chili, au Canada. Et Chili. Voilà. Donc, nous allons passer à notre rubrique Femmes en temps longtemps. Alors, cette rubrique qui est la suite, hein, c'est notre, comment on dit ça quand on dit notre série Femmes en temps longtemps. Et aujourd'hui, nous allons voir la mulâtresse solitude. Mon nom est Solitude. Je suis née aux environs de 1772 en Guadeloupe. J'ai été conçue sur le navire négrier qui emmenait ma mère captive des côtes africaines vers la Guadeloupe. Jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai grandi sur une plantation aux côtés de ma mère. Le maître ayant remarqué ma peau et mes yeux clairs, parce que je suis mulâtresse comme ils disent, a fait de moi une esclave domestique. Pour moi, ce n'était pas un privilège. Très vite, j'ai pris conscience de toutes les horreurs de l'esclavage. Les humiliations, les tortures, le travail forcé, les coups, les cris. Lorsque le commissaire Victor Hugues a installé un régime de contrainte face aux planteurs monarchistes et leurs alliés anglais, j'ai décidé de rejoindre un camp de marrons établi dans la forêt. Là, pour la première fois, je me suis sentie enfin libre. Dans les bois, j'ai pu mener une vie paisible. Une vie paisible qui s'est arrêtée en 1801, quand Lacrosse a été nommé gouverneur de la Guadeloupe. Lorsque celui-ci a été expulsé de la Guadeloupe à cause de son intransigeance, Napoléon a chargé le général Richepens de le rétablir dans ses fonctions. C'est alors que les troupes napoléoniennes et les nôtres, les bataillons noirs de l'armée républicaine, se sont affrontés. Quoiqu'enceinte, je me suis jointe aux insurgés. Avec de nombreuses femmes, nous avons combattu sans chanceler. Nous assurions la liaison entre les troupes et nous les galvanisions. Cependant, malheureusement, après plus de 15 jours de combats acharnés, d'allégresse, ces hommes et les femmes connaissent la défaite. Plutôt que de se rendre, ils se font sauter à Matouba. Le 16 juillet 1802, Napoléon rétablit l'esclavage. Moi, je suis capturée à la terrible bataille de Bainbridge, condamnée à mort et emprisonnée jusqu'à mon accouchement. Et le 29 novembre 1802, je suis suppliciée place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Souvenez-vous seulement que je me suis battue jusqu'au bout pour la liberté et l'égalité contre la société esclavagiste.
Nous avons parmi nous, est-ce que tu peux nous dire un petit mot, Valérie, quand tu as joué ce rôle-là? Dis-nous. Ben écoute, Georges, je crois que la mulâtresse solitude, parmi les marronnes que l'on présente, c'est peut-être la plus connue, peut-être. Mais en tout cas, j'ai été très fière d'incarner justement cette marronne, cette rebelle, qui dès la fin du XXe siècle, en Guadeloupe, a combattu la société esclavagiste. Non, pas la fin du XXe. La fin du XVIIIe, autant pour moi, oui. La fin du XVIIIe, début XIXe. Voilà. Je sais que tu as, et puis ton texte, tu le connaissais par cœur. Et ça, c'était une. De le redire. Elle le disait pendant. Je sais que ça. Donc, ce que nous pouvons dire aussi, que nous avons encore notre livre, Rebelle, notre petit pas livre, notre petit carnet de notes, Rebelle et Marronne, et aussi notre t-shirt. La dernière fois, on l'avait. Bon, on a notre t-shirt que vous pouvez. On en a. Voilà. C'est l'homme ou la femme que tu veux bon, bref. Alors, c'est à l'homme ou la femme. Mais il y a un modèle avec un notre col t-shirt Rebelle et Marronne, vous pouvez l'acheter au 116 de la rue Lamartine, ou nous appeler, comme on vous dit, au 53. Montre-le bien. 53 71 16. Et il est très chouette. Et puis quand on arrive, on ne passe pas inaperçu. Nous sommes toutes des rebelles et toutes des marronnes. Voilà. Donc merci Valérie. Et puis merci à toutes celles qui ont participé qui participent à cette série. Il nous en reste 4. Donc Marie-Jeanne, celle de la Martinique, Lumina et Ariette Toubman. Donc il vous reste 4 personnes que vous pourrez voir pendant le mois de juillet, le mois d'août sur Zouk TV. Donc nous allons les faire passer sur Zouk TV pendant le mois d'août et le mois de juillet. Alors nous allons passer pour Monfoise et la Via. Nous avons eu envie ce soir de vous passer le générique de notre émission, la chanson d'Edith Lefel, qui n'est pas interprétée par Edith Lefel, mais par Loury. Comment est son prénom? C'est Valérie Loury. Respecte femmes, considérez cette maman. Toujours besoin en l'autre pour partager les bons moments. La vie moi tourne en cauchemar, moi t'es que préféré partir. Ça fait comme nous qui carré comme innocent. Considérez cette maman. Aïe, aïe, aïe. Parlez de ton innocent. Respectez femme. Considérez cette maman. Même si la vie qu'a mal maintenant, tombez pas désespéré. Mais pour souffrir, nous j'ai souffert. Vent bouiller, pété, cassé. Tout comme moi fait micro pied bois. Cyclone, pas j'en rive raché. Considérez cette maman. Aïe, aïe, aïe. Parlez de mon innocent.
considérer c'était maman. Ça t'est que soulage nous, dit trouver en confidence, dit trop non ma sous la terre, qui va qu'à respecter femmes, les ouais un homme qui a pas de femme. Dis maman il a qu'à plaider, maman où j'en la souffert. Dis-moi qui ça pour faire mal. Respecter femme, considérer c'était maman. Jolie dans plusieurs pays, liée de femmes qui maltraitaient. Respecter femme, considérer c'était maman. Trop souvent y'a oublié, parler du doigt ces femmes-là. Respecter femme, considérer c'était maman. Parler du doigt ces femmes-là. Respecter femme, considérer c'était maman. On remercie Valérie Loury pour ce clip. Nous n'avons pas trouvé celui d'Edith Lefel, puisque on regrette toujours un petit hommage à cette belle voix. Et celle de Valérie et celle d'Edith, ce sont des jeunes femmes, des jeunes martiniquaises qui marquent la chanson martiniquaise, qui marquent le patrimoine martiniquais des femmes. Ou antillais même. Edith, c'était oui, c'était une Guyanaise. Guyanaises, enfin bon, c'était Jean Bocaïnou, quoi. Bon, c'était déjà ici. C'était Jean Bocaïnou. Alors bon, donc nous touchons à la fin de notre émission. Quels sont nos projets pour les semaines qui viennent? Tout d'abord, bon, c'est notre dernière émission. Nous allons participer un petit peu dans la Martinique pour vendre nos t-shirts, peut-être au prologue du Tour des Yoles. Nous serons un petit peu partout et puis on va organiser des projections aussi. Oui, on va organiser des projections. Donc il faudrait surveiller le site de la ville de Fort-de-France, qu'elles seront annoncées pendant les vacances. Pendant les vacances sur le thème des rapports femmes-hommes. D'accord, voilà, donc sur le site, on pourra trouver ça sur le site et sur notre et sur notre page Facebook. Voilà, on est en train de mettre au point les derniers détails techniques, mais voilà, il y aura des projections, des espèces de petits ciné-clubs avec voilà. Donc nous remercions toute l'équipe de Zouk TV. Manuela n'est pas là aujourd'hui, mais Yannick Granier qui est toujours à notre disposition. Bon, toutes celles qui ont participé à ces émissions. Bon, Nadia Charlery, toutes les femmes qui ont fait Charlène et Combit, toutes ces femmes qui ont participé à ces petits scénarios. Donc on remercie tout le monde et puis on dit merci aussi aux membres de Culture Égalité. Oui, voilà. Bravo. Et moi oui, non, toi, non. C'est la dernière. Mais oui, Major. Oh là là. Bon, Georges, je tiens à dire quand même, essaie de trouver à chaque fois une remplaçante. Non, mais ça viendra. Ça vient. À la rentrée, ça se fera. Bon. Alors, bonnes vacances à tout le monde. Détendez-vous bien. Et puis surtout, reprenez les forces pour rejoindre Culture Égalité, pour militer. Bon, parce que vraiment, militer, c'est la joie. On porte une pierre à notre société. On ne peut pas vivre comme ça dans son quotidien sans essayer de porter une pierre. Alors venez la porter avec nous. Puis on est des gens très charmants. Oui, on est des gens bien. Sympas. On va prendre des pots, des bières et tout ça. Voilà. Donc l'alcoolisme, la promiscuité. Venez, vous allez voir, c'est formidable. Il faut quand même parler de Lumina, la marche Lumina Sophie. Ah oui, on a la marche de Lumina Sophie en septembre. La marche se fera le dimanche qui précède le 22 septembre, dans le cadre de l'insurrection du Sud. Voilà. Oui. Donc préparez-vous, on va vous avertir. Cette marche, on tient toujours à vraiment marquer cette date importante de l'histoire de la Martinique et le destin tragique de Lumina Sophie. Donc à bientôt, nos salutations féministes et puis bonnes vacances, bon week-end et beaucoup de bonnes choses et puis on se revoit au mois d'octobre. Bonnes vacances.